Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du Bureau de l'étrange. Alors aujourd'hui, nous allons partir en Picardie, dans la ville de Saint-Quentin, où se sont déroulés d'étranges phénomènes dans une petite bâtisse qui a vite pris le nom de maison sanglante ou de maison qui saigne. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être même dans l'émission Mystère diffusée sur TF1 entre 92 et 94. Enfin bref, il est désormais temps que je vous donne tous les éléments que j'ai à disposition afin que vous fassiez votre propre avis. Mais avant de commencer, il faut tout de suite que je vous dise que pour cet épisode, j'ai décidé de romancer. Attention, je n'invente rien sur les phénomènes, mais je mets en situation, j'arrondis les coins comme on pourrait dire, dans le seul but de rendre mes histoires encore plus agréables à écouter. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez apprécié. Et maintenant, c'est parti. Bienvenue dans l'Aisne, à Saint-Quentin plus précisément. Ville relativement moyenne de la région picarde, environ 50 000 habitants actuellement, pour vous donner un ordre d'importance en termes de population. Maintenant que le décor est posé, nous allons nous plonger dans une rue précise, ou plutôt une courée. Pour ceux qui ne le savent pas, les courées sont des genres de petites impasses souvent sombres, angoissantes et aux airs de coupe-gorge, en général appelées cités. Enfin, pour avoir vécu dans l'une d'entre elles, c'est la vie qui m'en est restée. Bref, plongeons-nous dans cette courée du nom de Cité de Mulhouse et retournons dans le passé, direction 1986. Un mois d'août plutôt frais vient de prendre fin, et septembre qui débute n'annonce rien de mieux. Autant dire que pour tous ceux qui sont restés ici cet été, ils vont devoir attendre l'année prochaine pour profiter du soleil. Mais ce n'est pas grave. Pour Lucie et Jean-Marc, c'est une autre affaire qui les tracasse. C'est plutôt cet emménagement prévu au numéro 26 de cette petite impasse qui leur fait hausser le ton. C'était bien sympa les sandwichs avec les copains, mais maintenant qu'il faut monter le sommier à l'étage, ça pousse des cris et des « Attention mes doigts !» Mais bon, vous savez quoi ? C'est ici, c'est là, que sera leur petit nid douillet à tous les deux. Ça ne fait pas si longtemps qu'ils sont mariés, et voilà leur maison du bonheur. Et puis, ce n'est finalement pas si petit pour une courée, et même plutôt lumineux, avec ces petites maisons de briques rouges repeintes en blanc. Oui, c'est sûr, mais tout ira bien ici, c'est sûr. Jean-Marc est routier, alors lundi, c'est tôt le matin qu'il part de la maison pour aller travailler. Il ne reviendra que dans plusieurs jours. Lucie, qui est au chômage, est restée au lit bien plus longtemps. Puis, tranquillement, elle se lève et part prendre son petit déjeuner dans la cuisine. Tiens, c'est quoi ça ? Lucie vient de trouver quelques gouttes pourpres sur la table. Elle pense alors que Jean-Marc a éclaboussé le bois sans faire exprès, et qu'il est ensuite parti au boulot sans avoir essuyé. Bon, c'est pas grave, hein. Lucie essuie alors la table et reprend sa journée tranquillement. Le lendemain, la même journée recommence. C'est la routine pour Lucie. Le réveil tranquille, les escaliers en se frottant les yeux, la cuisine, le café et... C'est pas possible. C'est quoi ça ce truc encore une fois ? Lucie reprend alors son éponge et nettoie ses éclaboussures qui sont mystérieusement réapparues. Elle jette ensuite un coup d'œil au plafond, mais rien. Étrange. Elle en parlera à Jean-Marc. Et ça tombe bien, car le lendemain soir, Jean-Marc est enfin de retour du travail. Et, pardonnez-leur, mais le sujet des tâches n'est pas leur priorité du moment. Ça fait 3 jours qu'ils ne se sont pas vus. Le lendemain matin, ils descendent tous les deux pour le petit déjeuner. Et voilà que Jean-Marc est confronté au problème des gouttes pourpres sur la table. Tiens, regarde, c'est ça tu vois. Je te l'avais bien dit au téléphone l'autre jour. Ouais, bizarre. Et regarde, y a aucune tache au plafond non plus. Je sais pas d'où ça vient. Bref, ça doit être sûrement des restes de vernis, de peinture ou de sève qui ressortent de le bois. Hein. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre ? Je sais pas Jean-Marc, mais c'est bizarre. Et ça me fait peur. Arrête, t'inquiète pas. Lucie a confiance en Jean-Marc. Il a le don de la rassurer dans ce genre de situation. Elle se force alors à chasser cette idée de la tête et prend son petit déjeuner avec son mari après que celui-ci ait nettoyé la table. Elle se dirige ensuite à l'étage et ouvre son armoire pour prendre des vêtements. Mais c'est pas possible! Jean-Marc! Jean-Marc! Viens vite, monte! Qu'est-ce qu'il y a, Lucie ?
pas possible. C'est un peu possible encore, non. Jean-Marc s'approche de l'armoire, puis se baisse pour prendre et regarder le linge que sa femme a jeté au sol. Il constate qu'il est taché de ce qui ressemble à du sang. Il se retourne et son regard est attiré vers les draps du lit. Quelque chose l'intrigue. Il s'en approche et retrouve les mêmes taches. Lucie, qui le suit du regard, est horrifiée. Elle se sauve de la chambre. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Les taches sur la table, les draps et les vêtements sont vite rejoints par les murs de la maison. Plus les jours passent, et pire c'est. Lucie n'arrive plus à s'endormir quand Jean-Marc est sur les routes pour travailler. Il n'y a que son chien pour la rassurer. Et quand elle arrive à s'endormir, c'est parfois en sursaut qu'elle se réveille. Des bruits de vaisselle et de meubles que l'on traîne se fait entendre en bas. C'est l'angoisse. L'angoisse comme elle ne l'a jamais connue. Un jour, alors que Jean-Marc est rentré, il décide d'en parler aux parents de Lucie. Mais que peuvent-ils bien faire, eux ? Ben, rien, mis à part leur dire d'aller voir la police. Et c'est donc ce qu'ils font. Ils partent au commissariat de police municipale de Saint-Quentin. Bonjour monsieur, dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, mon mari et moi, nous venons vous voir parce que... allez, dis-lui, toi... Oui, bonjour, bonjour monsieur l'agent, je m'appelle Jean-Marc Belmer. En fait, il se passe drôle de choses chez nous, comme du sang, enfin des taches quoi, qui apparaissent un peu partout. Puis aussi, il y a de bruit en bas quand nous on est en haut, quand on dort par exemple. Enfin, il faudrait faire quelque chose quoi. Ouais, donc en fait, vous nous racontez que votre maison est hantée quoi. Je rigole pas monsieur l'agent, hein. Je rigole pas du tout, hein. Ce que je vous dis est vrai, hein. Venez voir par vous-même. Ouais, bon, c'est bon. On passera, vous inquiétez pas. Vous habitez où ? Au 26 Cité Mulhouse. D'accord, on passera dès qu'on a le temps. Vous inquiétez pas. Autant vous dire que ça a bien dû se marrer dans le commissariat après leur départ. Une maison hantée. Et puis quoi encore ? 30 minutes plus tard tout de même, une voiture de police finit par arriver. Pour qu'ils viennent si tôt, c'est qu'à coup sûr, ils veulent rigoler un bon coup. Autant dire que c'est pas gagné. Mais maintenant qu'ils sont là, ils ne pourront plus dire le contraire. Le brigadier chef, Piette, et son adjoint le brigadier Separo frappent à la porte et sont accueillis à l'intérieur. Bon, en effet, il y a du sang sur les murs. Mais tout de suite, l'idée d'une blessure à la queue du chien est vite mise en hypothèse. On vérifie l'animal, mais rien. Les policiers posent alors quelques questions quand tout à coup un grand coup se fait entendre à l'étage. Ils se précipitent en haut, mais ne trouvent rien ni personne. Ils partent alors interroger les voisins, mais ces derniers jurent ne pas avoir fait le moindre bruit. Le doute s'installe alors dans l'esprit des deux agents d'AP, et si c'était vrai ? Après le passage des forces de l'ordre, c'est la cave qui se met à jouer des tours à Lucie. Voilà que la porte de celle-ci, pourtant toujours fermée, est régulièrement retrouvée ouverte. La première fois que ça arrive, Lucie descend quelques marches dans l'escalier de celle-ci, simplement pour jeter un coup d'œil. Mais alors qu'elle se penche pour mieux regarder, la porte se referme derrière elle, ce qui la plonge dans le noir total, avant qu'elle n'en sorte terrorisée et paniquée. D'autant plus que lorsque sa sœur ou sa mère, qui viennent régulièrement la soutenir, tentent aussi l'expérience, la porte ne se referme pas. La seule sur laquelle la porte se referme, et devant témoin, est bien sur elle. Oui, uniquement sur elle. La maison ou ce qui se cache à l'intérieur lui en voudrait-elle personnellement ? Et pour couronner le tout, le voisinage est mis au courant et le bouche-à-oreille fait bien son travail. Ils sont nombreux à venir devant la maison, à se regrouper en masse devant la porte et à appeler le fantôme. Il y a aussi les rumeurs du bistrot. Entre un verre de bière et un PMU, les mauvaises langues disent que Lucie s'emmerde tellement quand son mari n'est pas là qu'elle cherche à attirer l'attention. Ou bien que c'est bien pratique cette histoire pour demander à ne pas payer le loyer de la maison. Les médias commencent aussi à s'en emparer. Saint-Quentin, ce n'est pas à Voriaz, et pourtant ça se passe comme dans un film, mais c'est beaucoup moins drôle qu'au cinéma. En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants, qui se manifestent surtout la nuit. D'abord, ce sont des bruits de vaisselle que l'on casse, enfin et surtout, c'est l'apparition de petites taches brunes qui, peu à peu, envahissent les murs, les rideaux, le lit. Ça vous arrive souvent de courir après les fantômes ? C'est la première fois que ça nous arrive, hein. C'est la première enquête sur les fantômes. Il commence clairement à y avoir trouble à l'ordre public, et la police va donc devoir revenir pour trouver une solution et régler le problème. Les deux mêmes policiers retournent donc au 26 Cité de Mulhouse avec la ferme intention de résoudre ce mystère. Premièrement,
qui leur en veut? Personne? Ah bon? C'est ce qu'on va voir. Avec l'accord des belles-mères, les policiers mettent en place un piège qu'ils ont imaginé. Ils vérifient d'abord que tous les lieux soient propres et rangés. Puis, ils versent de la farine sur le sol de l'entrée. Avec ça, personne ne passera sans laisser de traces. Et on aura enfin la preuve que quelqu'un cherche à leur faire peur. Jean-Marc leur donne les clés et rendez-vous demain matin pour vérifier la maison. Le lendemain matin, la serrure tourne et la porte s'ouvre doucement. Les policiers et les belles-mères scrutent le sol, rien. Pas une trace. Tous entrent et se suivent en marchant dans les traces du brigadier chef Piette qui ouvre la voie et se dirige vers la cuisine. Alors ça, vous n'en reviendrez peut-être pas, mais là, oui, juste là, sur la table, des gouttelettes pourpres, encore des gouttelettes. Et là aussi, par terre, et là, sur le papier peint du couloir. Les policiers n'en reviennent pas et décident de faire des prélèvements sur les taches. L'attente des résultats paraît bien longue, surtout quand on vit au milieu de tous ces phénomènes. Mais ça finit par tomber. C'est du sang humain. C'est du sang humain. Malgré l'horreur dans laquelle s'enfoncent Lucie et Jean-Marc, ils sont bien forcés de continuer à y vivre, et ce, avec un espoir. Ce médium dont a parlé l'un des policiers. Il ne faut pas attendre longtemps pour qu'il débarque avec lui. Le médium dit savoir que les problèmes viennent de la cave. Ils se dirigent alors tous ensemble dans les sous-sols de la petite maison, en espérant trouver comment mettre un terme à cette histoire. Le médium sort un pendule de sa poche et le fait tourner en cherchant quelque chose, avant de désigner un endroit sur le sol de la cave. Voilà, c'est ici. Et qu'est-ce qui se trouve sous la cave? Je dirais qu'il s'agit d'ossements humains charriés par une rivière souterraine, à moins qu'il y ait un corps enterré ici. Faut creuser si vous voulez savoir davantage. Mais, aussi profond qu'ils le purent à coups de pioche et de pelle, ils ne trouvent rien. Les brigadiers chefs, qui se trouvent en retrait des personnes présentes, regardent la scène. Il est alors appelé par quelqu'un qui tapote sur l'arrière de son bras. Il se retourne alors et... personne. Personne n'est là. Personne n'a pu le tapoter. Personne n'a pu lui toucher le bras. Il en est certain, il est sûr de ce qu'il a ressenti. Autant vous dire qu'il a eu une sacrée frayeur. Et puisqu'aucun ossement n'est retrouvé dans cette cave et que rien ne permet de faire de fouilles plus approfondies sur la seule conviction d'un médium, et encore moins d'aller chercher dans une rivière souterraine, que peuvent-ils faire maintenant? Doivent-ils s'obstiner à vivre dans cette maison qu'ils louent? Certainement pas. C'est pour eux un enfer auquel il faut mettre un terme. Et c'est donc quelques semaines plus tard qu'ils partent. Enfin, qu'ils fuient cette petite maison. Et j'ai envie de dire, heureusement pour eux, le phénomène ne les poursuit pas. Ils peuvent enfin couler des jours plus, peut-être pas heureux, mais plus sereins. J'en ai fini avec cette histoire de maison hantée où les poltergeists étaient légion et où les forces de l'ordre furent témoins. En 2014, le courrier Picard revenait sur le phénomène, notamment en demandant au nouveau propriétaire s'il était témoin de récentes activités. Mais non, rien. Et ça l'amuse même. Enfin, ça l'amuse lui, mais moins ses locataires qui eux vivent encore des nuisances, mais davantage celles de curieux que celles de poltergeist. Pour sa part, Lucie Belle-Mère, qui refuse de laisser dire qu'elle est une menteuse, continue d'affirmer haut et fort que ce qu'elle a vécu est vrai. C'est encore une histoire qui fait écho à un sujet précis, celui du réveil ou de l'activation de phénomènes lors de la mise en lien entre une personne et un lieu. Question de vibration, de sensibilité, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je le constate, tout simplement. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Comme toujours, en fin de vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires ou à poser des questions. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Passez une bonne journée ou alors une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut! Par la suite, au fur et à mesure, je les effaçais. Il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeter du sang partout.
Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Nous, on était venus surtout pour rassurer un peu les gens. Dans un premier temps, on ne croyait pas au fantôme. Lorsqu'elle descendait, la porte se refermait tout doucement derrière elle. Et lorsqu'une autre personne descendait, il n'y avait absolument rien du tout qui se passait. La porte restait tout à fait normale. Et il n'y avait que lorsque Lucie descendait. Mais c'était tout doucement que la porte se refermait. Mais elle se refermait quand même. Pour elle affronter les journalistes, enfin tout, ça a été dur aussi. Parce qu'elle s'est dit, bon, bah, ça va être dans les journaux, ça va passer à la télé, on ne va pas le croire. Mais elle a vécu ça très difficilement aussi. Ce qu'on va faire, on va étendre de la farine sur le sol. Hein. Donc dans l'entrée, la farine par terre, s'il y a quelqu'un qui passe, les traces, pas de problème. Hein. On saura tout de suite si ça tient de la farce et de la bande dessinée. Et des nouvelles taches de sang sont réapparues sans aucune présence dans la maison. Hein. Sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier du couloir. Et suite à ça, nous avons prélevé des échantillons de papier sur les draps pour faire analyser le sang. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain, exclusivement de sang humain. Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Pendant que j'étais à la cave, pendant que le médium faisait ses opérations avec son pendule, moi me trouvant en position arrière des propriétaires de la maison, du reporter et du médium, confondant les activités du médium, j'ai eu comme des impulsions de doigts sur le bras gauche, sur le biceps du bras gauche, mais sur l'arrière. Pour moi, il y avait une présence derrière qui m'appelait. Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné, que j'ai vu que derrière moi, il n'y avait personne. Alors là, je ne peux pas que les cheveux ont dressé sur la tête. Hein.